Aujourd'hui, découvrons le parcours de Sébastien Lost, un designer multifacette qui a commencé sa carrière dans l'architecture avant de rejoindre l'espace numérique. Un parcours, une vision, des idées, des conseils. Bonne écoute de ce nouvel épisode de Parlons Design. Cette 5e saison de Parlons Design est sponsorisée par The KK2S Theory, le site des product designers. Salut Sébastien, bienvenue dans Parlons Design. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'invité sur le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots aux auditeurs ? Salut Romain, d'abord je suis enchanté d'être là, c'est cool. Effectivement, ça fait un petit bout de temps qu'on avait dit que je viendrais et ça a pris, ça a tardé un peu, mais je suis content d'être là, c'est cool. Je peux me présenter, donc je m'appelle Sébastien Lost. Je suis designer, on va dire product designer. Je suis freelance depuis 15 ans. Ce qui explique que, comme beaucoup de freelance dans mon cas, surtout dans le numérique, c'est pas toujours facile de trouver l'appellation à laquelle on correspond. Si tu regardes sur mon profil, tu verras que ça change régulièrement. Parfois, il y a écrit product designer, parfois il y a écrit UX designer, parfois il y a écrit l'inverse. Par contre, parfois il y a écrit je ne suis pas designer. Donc c'est jamais très figé, très clair. Disons, UX et product designer plutôt du coup dans le numérique et puis un peu dans le design de service aussi. Ok, ouais, c'est clair, la nomenclature dans les profils de design, c'est un monde à part entière. Toi, du coup, sur du produit numérique et plus largement du service. En plus de ça, freelance depuis un petit moment, t'as eu un parcours pour venir au design un petit peu unique, en tout cas, qui te caractérise particulièrement. Est-ce que tu peux commencer à nous raconter un petit peu ton parcours, d'où tu viens ? Eh bien, en fait, initialement, je suis architecte. J'ai une formation d'architecte. Et donc, j'ai surtout passé beaucoup de temps à l'école, en archi. Donc, un peu dans une façon de faire un peu old school, c'est-à-dire un peu dans une ambiance beaux-arts, on pourrait dire, c'est-à-dire une école avec beaucoup de liberté, une école où les étudiants avaient un espace pour eux. Donc on avait un atelier gigantesque à côté des Beaux-Arts qui nous appartenait d'une certaine façon, qu'on gérait. Et je suis resté 7 ans dans cet atelier. Et tu grandis dans ton atelier, donc tu arrives, tu es en première année, et puis tu es accueilli au sein de cet atelier par ceux qui vont constituer ta communauté pendant les 6 prochaines années, mais qui sont en 2e, en 3e, en 4e, en 5e année, en 6e année, puisqu'il y avait 6 ans, moi, quand je suis arrivé en archi. Et donc, tu grandis avec eux. Donc, tu passes aussi d'une année à une autre au sein de cet atelier qui est autogéré par les étudiants et qui est, on va dire, le centre névralgique de tes études d'architecture. Tu as des cours à côté, mais t'es quand même... T'es un peu dans cette idée d'apprendre avec les autres, avec les autres étudiants, ceux qui sont passés avant toi, qu'on grandit là-dedans. Et ça m'a vachement formé. C'est-à-dire apprendre comme ça apprendre en faisant. Voilà, c'est ça. C'est en faisant des projets, en écoutant les autres, en étant aussi confronté au regard des autres. Parce que quand tu faisais un projet, il fallait être capable d'entendre des étudiants qui étaient plus avancés que toi, qui étaient plus vieux que toi, te dire c'est nul, pourquoi t'as fait ça, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, etc. Donc parfois c'était pas toujours bienveillant, on va dire. Hein. C'était aussi être confronté parfois à la réalité. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a formé. Donc quand tu es arrivé, juste pour creuser un tout petit peu ce point-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut un peu échapper aux générations actuelles, parce que je crois que c'est un peu perdu cet état d'esprit. Mais quand tu es arrivé en première année, moi je suis arrivé en première année, je devais avoir 18-19 ans, je crois, parce que j'avais fait déjà un peu d'art plastique avant.
Mais quand tu es arrivé, moi je suis arrivé dans cet atelier, j'avais 19 ans, et il y avait des gars qui étaient là, qui étaient en train de préparer leur diplôme, qui avaient 30 ans. Donc en fait, tu te retrouves avec des mecs, c'est quasiment des darons, quoi. T'en as qui ont des gamins et tout ça, et toi t'es encore, tu sors à peine du lycée. Donc il y avait déjà cette idée d'être confronté aussi à une certaine réalité, au fait que toi t'arrives, tu sais pas grand chose, et eux ils en savent déjà plus. D'abord parce qu'ils ont plus d'années d'expérience dans l'architecture, mais aussi parce que finalement c'est déjà aussi des adultes, quoi. Ils ont déjà aussi une autre vision des choses. Pour la plupart, ils bossaient déjà en agence, etc. Donc ça te confronte aussi à cette réalité. Et ça, c'était vachement intéressant. Et puis au sein de cette école d'archi, j'ai aussi mené un travail à la fin de mes études, qui est un travail de recherche sur un architecte en particulier qui s'appelle Rem Koolhaas, sur une maison en particulier qui s'appelle la Villa Lemoine, qui est une maison qui est à côté de Bordeaux et qui est une villa assez symptomatique de l'architecture moderne, qui est rentrée un peu dans le classement des villas modernes. Et l'étude de cette maison, sur laquelle j'ai passé quasiment 2 ans, ça m'a vachement marqué dans ma vision du design, de comment on aborde un projet, de comment on passe d'une idée à un objet, on va dire. Et ça m'a vachement formé. Du coup, c'est aussi finalement un travail très perso, très personnel, très individuel. Pour moi, tu vois, cette notion de projet, cette notion de design, c'est aussi une vision très personnelle, quoi. Très, très rapidement, en fait, tu as eu deux aspects. Tu as eu vraiment l'aspect du mentorat, de je suis avec d'autres personnes qui ont plus d'expérience, qui ont des expériences différentes et qui finalement m'apportent une valeur bien différente de ce qu'on peut avoir dans les cours. Et ça allait vachement avec cet aspect de faire, agir, créer, imaginer ses propres, dans ce cas-là, des solutions architecturales. Et ce projet d'analyse, je sais pas trop, tu vas peut-être pouvoir nous en parler un petit peu plus, mais ce travail sur la Villa Lemoine, ça l'a concrétisé dans le sens de j'agis moi-même, je propose quelque chose, je propose une vision, je sais pas, qu'est-ce que c'était exactement ce travail sur la Villa ? Alors d'abord, c'est intéressant la manière dont tu le dis, parce que finalement tu résumes vachement bien un truc que moi j'arrive pas à résumer aussi bien que toi, mais t'as raison. C'est vrai, c'est un peu ça. C'est effectivement les études d'archi, c'est vrai qu'il y avait ce côté effectivement. Alors nous, on n'aurait jamais dit mentorat parce que il y avait pas cet aspect de mettre un mot sur chaque chose. C'était fait d'une manière beaucoup plus brouillonne, on va dire. Mais c'était plus l'idée d'une communauté, de vivre en groupe, et puis de s'aider, de s'entraider, mais aussi des fois de se critiquer en disant c'est nul, c'est nul ce que tu es en train de faire, arrête, quoi. Donc il y avait aussi cet aspect-là, et c'était quand même formateur. C'était surtout formateur. Donc il y avait effectivement cet aspect-là, et avec cette idée effectivement de faire. Et tu as raison de faire, en faisant des projets, en proposant des volumétries, des organisations, des structures, etc. Donc tout ce qu'on peut faire en archi, d'essayer du coup de concrétiser des réponses, on va dire, à ce que nous on appelle des programmes, mais dans le numérique on appellerait un brief. Donc essayer d'apporter une réponse et puis se confronter ensuite à l'évaluation des autres étudiants, de nos pairs et puis de nos profs. Donc il y avait effectivement cet aspect-là que j'ai retrouvé par la suite quand j'ai monté une cellule, une équipe de designers en agence. J'ai monté une équipe de prototypistes, on va dire. On était une équipe, on faisait des maquettes, des prototypes, des choses comme ça dans une grosse agence parisienne. Donc il y avait effectivement cet aspect-là, et puis le deuxième aspect à l'école, c'est qui a conclu un peu mes études, c'est plus quelque chose d'un peu plus cérébral, on va dire. C'est de réfléchir à comment. En fait, la Villa Lemoine, sur laquelle j'ai réfléchi, sur laquelle j'ai travaillé, c'est une maison assez particulière en fait. D'abord c'est une histoire. C'est un homme
et sa famille. Donc il a une épouse, il a des enfants, et, il habite dans le centre de Bordeaux, dans un immeuble. C'est quelqu'un qui a très bien réussi sa vie. C'est une famille plutôt noble, on va dire, de bourgeoise, disons, du centre de Bordeaux. Et puis et du jour au lendemain, cet homme a un accident de voiture très très grave qui le laisse paralysé et en fauteuil roulant. Et cet homme qui est assez érudit veut du coup confier la tâche de construire une maison pour lui à un architecte, parce que habiter dans le centre de Bordeaux, dans les rues pavées, dans un immeuble à plusieurs étages, quand tu es en fauteuil roulant, bah forcément ça fonctionne plus, quoi. Et donc il s'adresse à Rem Koolhaas, qui est un architecte hollandais, qui est, on va dire, sans doute un des plus grands architectes actuellement. Et il s'adresse à Rem Koolhaas pour lui construire sa maison. Et là où on s'attend à ce que Koolhaas déploie une maison sur un seul niveau, très élégante, très simple, etc., il fait une maison sur 3 niveaux, assez complexe en fait, assez étrange, assez tarabiscoté, avec des circulations presque inaccessibles, etc. Donc sur 3 niveaux, là où on s'attendait à un truc sur un seul niveau, puisque l'homme est en fauteuil roulant. Et il y a beaucoup d'ambiguïté dans cette maison, il y a beaucoup de paradoxes, etc. Et en fait, la maison est traversée par une plateforme qui fait 3 mètres par 3, qui est en fait le seul élément qui lui traverse tous les étages hyper facilement, juste en appuyant sur un bouton. Tu peux te déplacer comme ça à travers toute la maison, monter, descendre. Et cette plateforme, c'est la plateforme du commanditaire, c'est celle sur laquelle il se pose, il a son grand bureau, et puis cette plateforme se déplace le long d'une gigantesque bibliothèque. Tu vois, c'est un peu je sais pas, c'est un peu comme une maison dans James Bond, c'est un peu comme la maison du super méchant dans un truc de super-héros. Et ça m'avait beaucoup surpris, parce que quand j'ai découvert cette maison, donc elle a été énormément publiée en 1999 dans les revues d'architecture, et dans mon atelier d'archi, dans lequel j'étais étudiant, quand les magazines sont arrivés et qu'on les a ouverts comme ça, et qu'il y avait cette maison gigantesque qui s'étalait en double page, tout le monde était autour du magazine comme ça, tout le monde regardait. Il y avait les anciens, donc les plus âgés de l'atelier qui étaient là. Et je me souviens qu'il y en avait un qui avait dit on dirait la forteresse d'un roi maudit. Et il y avait un truc très fort où il y avait un peu du dégoût, en fait. Il y avait un côté, il y en avait qui avaient envie de déchirer le magazine, je sais pas, comme si c'était ça se fait pas, il est allé trop loin. Et puis il y en avait d'autres complètement subjugués, comme celui qui avait dit on dirait la forteresse d'un roi maudit. Et même ces mots-là, j'avais trouvé ça fou, quoi. C'est juste une maison, en fait. Et le gars dit on dirait la forteresse d'un roi maudit. Et donc moi, je me suis mis en tête d'essayer de comprendre comment un créateur, un architecte, un designer, comment il fait pour produire quelque chose qui n'est finalement qu'un objet, qui peut engendrer une réflexion comme celle-là, un ressenti comme celui-là, des émotions aussi fortes et aussi contradictoires. Donc mon travail d'analyse, ça a été ça, c'est essayer de remonter en fait du produit fini, on va dire, donc la maison, et d'essayer de remonter comme ça le fil du projet pour essayer de comprendre comment il avait fait, en fait. Comment il avait fait pour réussir à faire passer ces émotions-là, comment il avait réussi à faire à engendrer ce type de ressenti. Et ça te confronte en fait au processus de design, au processus créatif, c'est-à-dire ce que nous on fait tous les jours et qui souvent dans le numérique consiste à, on va dire, essayer de faire simple. Souvent c'est ça notre travail, mais parfois c'est un peu plus que ça. C'est un peu plus que ça des fois. Des fois c'est
comment tu fais pour donner une émotion forte, ou comment tu fais pour faire passer un message fort, ou comment tu fais pour faire vivre une expérience forte. Et donc ça m'a passionné, ouais. C'est vrai que ça a l'air complètement fou pendant que tu m'en parlais. Là, j'ai été regarder quelques photos quand même pour visualiser. C'est vrai que c'est un problème où, comme tu le disais, on pourrait s'attendre à une solution hyper basique, un étage, super accessible, parfait. Et au lieu de ça, l'architecte a été poussé pour trouver une solution complètement décalée de ce qu'on pourrait attendre, mais qui apporte cette émotion-là, vraiment inattendue en fait. Ouais. C'est assez passionnant. J'imagine que ça t'a derrière pas mal inspiré dans ta transition vers le numérique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça, après toute cette expérience-là? Il me semble que tu as fait une expérience aussi, enfin quelques années dans une agence d'architecture. Comment ça t'a influencé tout ça? Comment ça t'a porté vers ce nouvel espace numérique? Ouais, alors, ce qui est drôle, c'est que le lien qu'on pourrait y voir entre ce travail-là, on va dire ce travail d'analyse de l'architecture, et puis ce que je fais aujourd'hui, en fait, il a fallu plusieurs années pour que je comprenne le lien qu'il pouvait y avoir. Mais je vais te faire un résumé. En fait, ce travail d'analyse, il m'a amené à me questionner sur les procédés de conception de Rem Koolhaas, c'est-à-dire, pour faire simple, comment il fait, à partir d'une idée, pour essayer de projeter cette idée dans le réel, dans un objet, afin que cet objet soit le plus porteur possible de l'idée initiale, et de façon à ce que quand toi tu vas voir cet objet, cette maison, tu aies le bon ressenti, que tu aies cette espèce de trouble que lui, il avait envie de faire passer. Donc c'était ça mon postulat, ma recherche, si tu veux. Et très rapidement, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'assez étonnant dans les choix qu'il faisait, dans la manière dont il faisait les choses. Et très vite, j'ai été amené à rapprocher ça de procédés qui sont des procédés de psycho, en fait. En fait, à l'époque, je suis plutôt passé par le chemin de la psychanalyse. J'y connaissais pas grand-chose, donc je me suis renseigné, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai lu Freud, Jung, etc. Ça m'a passionné, et puis je me suis complètement enfermé dans ce projet de recherche. Et puis j'ai commencé à voir des passerelles, des liens entre des choses qui sont décrites par des psychanalystes, des psychologues, et puis des choses que je voyais dans les procédés qu'avait utilisé Rem Koolhaas. Je te donne juste un exemple. Dans la Villa Lemoine, par exemple, l'étage supérieur, c'est une espèce de monolithe énorme qui fait 11 mètres de long, 6 mètres de large, et qui est suspendu en l'air comme ça. Et puis en fait, quand tu arrives, tu te demandes un peu comment ça peut tenir, parce que c'est posé pour moitié sur rien, du vide, et puis pour moitié c'est posé sur une espèce de petite boîte en verre qui en fait abrite le salon. Et donc ça a l'air extrêmement lourd, et on se demande un petit peu comment ça tient. Et puis surtout, on comprend pas très bien ce que c'est. Ça fait un peu penser à... C'est un peu l'idée du monolithe de 2001, Odyssée de l'espace, où, je sais pas, il y a un truc, hein, ça renvoie comme ça à des archétypes, on va dire, comme dirait Jung. Et en fait, tu te demandes si c'est quelque chose qui est rouillé, parce que ça teinte un peu de la rouille, il y a même un peu des coulures de rouille. Et en fait, ça renvoie vachement à cette idée de quelque chose qui serait intemporel, ou en tout cas qui serait extrêmement ancien, qui est rouillé, quoi. Mais la rouille, c'est le métal. Or, c'est pas du métal. Et en fait, rien que ça, cette idée-là, c'est-à-dire en fait, c'est un bloc de béton, mais quand tu le vois, ce à quoi tu penses, c'est à de la rouille. Et la rouille, c'est le métal. Pour faire passer quand tu y réfléchis bien là-dedans, il y a ce qu'on appelle une condensation. C'est-à-dire que on te fait voir deux choses en même temps. On condense deux choses. Il y a à la fois l'idée du béton, du monolithe, et à la fois l'idée du métal, de la rouille. Tu te dis pas qu'il y a ou l'un ou l'autre. En fait, tu vois les deux en même temps. C'est un peu comme le canard lapin. Tu vois, cette figure où
c'est un canard et un lapin, mais quand tu vois le canard, tu n'arrives plus à voir le lapin, et dès que tu vois le lapin, hop, tu vois plus le canard. C'est ce qu'on appelle une figure bistable. Ça veut dire qu'en fait, elle montre deux trucs, mais tu n'arrives jamais à voir les deux en même temps. Ton cerveau, il en est pas capable. Ça crée donc une ambiguïté, tu vois. Ça crée finalement une dissonance cognitive, tu vois. Et c'est ça qui fait que c'est fort. C'est ça qui fait que ça t'impacte fortement. C'est parce que quelque part, ça se joue de ton cerveau. Ça te met dans l'incapacité de comprendre réellement ce qui se passe. C'est comme cette idée du monolithe qui est à la fois une pierre, donc du béton, et à la fois du métal, parce que c'est de la rouille. Ben ça se rapproche d'un processus qu'on appelle la condensation. Et ça, en fait, c'est pas de l'architecture, c'est de la psychanalyse. C'est Freud. C'est la condensation dans le mécanisme du rêve. Donc, quand on rêve, il y a un mécanisme qui fait que quand tu te réveilles le matin, tu dis « Ah, cette nuit, j'ai rêvé de mon père, mais en fait, non, c'était pas mon père, c'était mon prof de maths. Enfin, c'était un peu mon garagiste, mais c'était quand même mon prof de maths. Mais bon, c'était mon père. » Et donc, en fait, c'est jamais un personnage, mais c'est jamais un autre, mais c'est en même temps c'est lui, mais c'est pas complètement lui. C'est un peu cette idée du canard lapin. Tu vois jamais les deux en même temps, et pourtant tu sais qu'ils sont tous les deux là. C'est pas du béton, c'est pas du métal, mais tu vois les deux en même temps. Et donc voilà, dans mon analyse, c'est vers ce genre de choses que je suis allé, c'est-à-dire voir des liens entre des procédés qui sont des procédés qui nous impactent cognitivement, et que ces procédés-là étaient utilisés d'une manière créative, conceptuelle, de conception par cet architecte. Ça, c'était passionnant, et ça m'a marqué énormément. Et en fait, pendant plusieurs années, j'ai pas vu le rapport, j'ai pas su voir pourquoi je trouvais ça aussi intéressant dans le design. Et j'ai commencé à mieux le percevoir quand on a beaucoup plus entendu parler, par exemple, de l'UX design, où d'un seul coup, la psychologie cognitive, etc., deviennent des choses importantes dans les processus de conception des designers. Et effectivement, tu t'aperçois que il y a des notions de psychologie qui peuvent être utiles. Alors la manière dont on les utilise, ces notions de psychologie actuellement en UX design, je trouve qu'elle est assez pauvre. Je pense qu'on peut enfin, elle est assez pauvre dans le sens, ce sont des notions qui sont utilisées d'une manière très proche de la psychologie, c'est-à-dire on ne s'est pas encore très éloigné de la psychologie, et pour l'instant, les designers s'en sont pas réellement emparés, je dirais, de manière un peu théorique. C'est-à-dire que pour te donner un exemple, la dissonance cognitive, par exemple, qui est une notion totalement de psycho, de psychologie sociale, enfin plutôt de psychologie cognitive pour le coup. En fait, dans le UX design, c'est quelque chose, et dans le design aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on fuit en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de fuir, d'aplanir toutes les ambiguïtés qu'il pourrait y avoir pour un utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, il doit pas se retrouver dans une situation où il va y avoir un paradoxe, une ambiguïté, une incompréhension, etc. Ce qui est normal dans le digital, parce que ce dont on a envie, c'est que nos interfaces soient faciles à utiliser. Évidemment, ça doit rester des outils. Mais dans certains cas, je pense qu'on pourrait essayer de se sortir de ce réflexe-là, de vouloir aplanir les frustrations, rendre évidentes les choses, etc. Parce que parfois, on pourrait aussi utiliser la dissonance cognitive comme un outil de design, comme un outil, le mot m'échappe. Ouais, comme un nouveau point de vue, un petit peu, enfin, une méthode presque pour créer quelque chose de nouveau qui va venir changer la manière dont on perçoit le... Ouais, c'est un peu ça. En fait, ce qu'il faut réussir à se dire, c'est que dans l'ambiguïté qu'on pourrait réussir à créer, il y a un ressenti qui peut être très fort. En fait, pour moi, il y a quelque chose qui est assez étonnant dans l'UX design. Je m'éloigne un tout petit peu de ta question et du sujet, mais dans l'UX design, il y a cette idée que on conçoit des expériences.
Mais en fait, c'est faux. Ça, c'est ce qu'on se dit quand on n'y connaît rien en UX design et qu'on commence. On a envie d'y croire. On a envie de se dire que ce qu'on va faire, c'est ça, c'est de créer des expériences. En réalité, quand on fait du UX design, dans 99% des cas, ce que l'on crée, c'est juste des choses simples, utilisables, faciles d'accès, etc. Mais c'est pas et ce sont des expériences. Pourquoi pas, on peut utiliser ce mot-là, mais alors c'est expérience écrit avec des toutes petites lettres. C'est pas expérience écrit en grandes lettres, le truc qu'on avait imaginé quand on a commencé, quand on s'est lancé et qu'on se disait ouais, je vais créer des expériences, tu vois, des trucs de dingue où les gens, quand ils vont vivre ce truc-là, ça va leur laisser un souvenir mémorable, etc. En fait, on s'aperçoit que des gens, des UX designers qui créent des trucs un peu mémorables, il y en a une poignée, mais la plupart d'entre nous, on fait surtout des choses utilisables, bien faites, bien conçues, etc. C'est clair, ouais. Mais si on se dit que effectivement l'UX design c'est créer des expériences, du coup il y a quelque chose qui peut être un peu incohérent dans l'idée de créer des expériences en faisant simplement en allant tout le temps vers des choses simples, des choses évidentes, des choses confortables, parce que finalement une expérience c'est pas toujours simple, c'est pas toujours confortable, c'est pas toujours évident. Et pourtant, c'est des expériences, et c'est des expériences mémorables. C'est les choses dont tu vas te souvenir. Le jour où t'es tombé amoureux, mais où oh là là, tu savais pas comment faire, c'était tellement flippant, quoi. Le jour où tu t'es lancé dans le grand bain pour la première fois, ça t'a laissé un souvenir mémorable. Quelle expérience, c'était génial. La fois où t'as sauté en parachute, etc. Alors, je suis un peu caricatural, je m'en rends bien compte, et je sais que on pourra me le reprocher. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, il y a une opposition, je trouve, entre l'idée d'expérience et l'idée de simplicité. Et je trouve que du coup, l'idée de dissonance cognitive, si on pense expérience, elle est presque plus pertinente que l'idée de simplicité, que l'idée d'évidence, que l'idée de aplanir les frustrations. La dissonance cognitive, c'est impactant, c'est fort, c'est les choses dont tu te souviens. Le moment où t'as pas compris un truc, t'es arrivé, tu pensais que que si tu poussais, ça allait s'ouvrir, et puis en fait, ça s'est pas ouvert. C'est ces trucs-là où il y a quelque chose qui se passe qui est étonnant. Il y a pas longtemps, je voyais une expérience qui avait été faite avec, c'est un magasin où il y avait plein de trucs à vendre, des packaging de toutes sortes. Et il y avait aucune étiquette sur les packaging. Je sais pas si t'as vu je crois que c'était pour faire une pub, je pense, à la base. Ouais, Et l'idée, c'est en fait c'est un organisme, une association, je sais pas, qui a fait ça pour montrer ce que c'est d'être malvoyant. Donc, d'avoir un handicap et d'être confronté à une situation, essayer de faire vivre ça à des gens qui justement n'ont pas de handicap. Donc, tu as des gens qui sont comme toi et moi, ils rentrent dans un magasin et puis en fait ils veulent acheter une brique de lait, mais toutes les briques de lait se ressemblent. Il y en a aucune qui a une étiquette. Il y en a des bleues, il y en a des vertes, mais bon, à part le fait qu'il y en ait une bleue et une verte, tu vois pas quelle est la différence. Il y a rien écrit dessus. Et donc les gens disent mais tu vois, ils sont choqués quoi. Ils comprennent pas le truc. Ils se disent mais c'est quoi ce délire? C'est ça la dissonance cognitive, c'est quand tu te retrouves face à une situation et qu'il y a quelque chose que tu comprends pas. Tu voudrais comprendre, tu as envie de croire que tu comprends, mais tu sais que tu comprends pas. Et tu sais qu'il y a quelque chose qui t'échappe, t'arrives pas à comprendre ce que c'est. Et donc les gens sont obligés de se renseigner et ça les marque fortement, tu vois, c'est mémorable, c'est hyper impactant. Et en fait, donc les personnes demandent aux vendeurs qui leur expliquent, vous voyez, c'est les gens qui sont malvoyants, et ben ils ressentent ça tout le temps. C'est-à-dire que eux, tout le temps, ils se retrouvent dans cette situation de pas savoir s'ils doivent prendre cette brique de lait ou celle-là, parce qu'en fait, ils ont aucune information, ils ont aucun moyen de comprendre ou enfin d'avoir l'information qui leur dit que cette brique et celle-là, c'est pas les mêmes, c'est pas le même lait qui est dedans. Et là, d'un seul coup, quand à l'explication, forcément, la dissonance, elle disparaît un peu parce que t'as la compréhension qui vient. Mais on comprend bien que le ressenti, ce qui fait que cette expérience-là, elle va être marquante, elle va être impactante pour ces gens-là, qui vont avoir envie d'en parler à d'autres, que ça va être mémorable. C'est le fait qu'à un moment donné, il y a une dissonance cognitive. C'est le fait qu'à un moment donné, il y a une incompréhension, il y a un paradoxe, il y a une ambiguïté qui est forte, qui les a troublés jusqu'à l'intérieur de leur cerveau. C'est à un moment donné, ils se sont retrouvés incapables de s'expliquer à eux-mêmes
à quoi ils avaient affaire. C'est exactement le type de message en fait qui est très dur à faire passer, se faire rendre compte, faire passer à la place de quelqu'un d'autre, se mettre dans sa peau et finalement par ce fait de ce que t'expliquais, hein, la dissonance cognitive par rapport à ce à quoi on est habitué, avec quoi on vit depuis si longtemps, c'est ce choc-là qui va venir créer un souvenir, qui va venir créer un doute, créer une réflexion même, du coup Ouais. porter l'attention sur le message qu'on veut faire passer. Absolument. Mais tu vois, ce qui est étonnant, c'est que cette idée que l'expérience, elle est mémorable, c'est quelque chose, c'est une chose après laquelle beaucoup de designers courent. Cette idée de faire une expérience mémorable, une expérience que tu vas vouloir transmettre à tes amis par la suite, ce qui fait que du coup, le produit, bah, il est limite vendu par le bouche à oreille des usagers. Tout ça, c'est un idéal pour les designers, pour les gens qui font du produit, etc. Et pourtant, euh, et souvent ils le font via des idées qui sont autour de la simplicité, et c'est souvent pertinent, hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais il me semble que dans beaucoup de cas, l'inverse, enfin l'inverse, je sais pas si c'est l'inverse, mais en tout cas de pas aller vers la simplicité, mais plutôt vers une espèce de tendre un peu vers la dissonance cognitive, le paradoxe, l'ambiguïté, ça peut avoir finalement un impact plus fort. Et pour le coup, là, on est dans le mémorable et on est dans un truc que tu vas avoir envie de raconter à d'autres. Donc moi, ça, par exemple, tu vois, c'est des choses qui me passionnent, cette façon-là de réfléchir le design. Alors, quand je fais des sites internet, des choses comme ça, je sais faire la part des choses et je me dis pas à tout instant ouais, il faut absolument que je fasse de l'ambiguïté et tout ça. Mais sur le fond, je pense qu'il y a je pense qu'on doit se poser la question de où est-ce qu'on, par exemple, est-ce que la simplicité apporte du sens? Est-ce que la complexité n'en apporte pas plus? Mm. Typiquement, aujourd'hui, l'UX design, par exemple, c'est très marqué par ça, par le less is more, par exemple. Less is more, c'est Mies van der Rohe, c'est les années 30, 30, 40, faudrait vérifier, je suis pas hyper bon sur les dates. Hein. Mais Mies van der Rohe, il fait, donc très très grand architecte, hein. C'est lui qui dit, qui apporte cet aphorisme-là du less is more, puis qui devient la baseline du minimalisme, qui est aujourd'hui utilisé, hyper utilisé dans le digital, qui est hyper utilisé par les designers produits, par les UX designers, etc. Cette idée qu'il faut simplifier, etc. Et souvent c'est vrai. D'ailleurs, il y a une très bonne conférence en ligne de Rémi Guyot, que j'aime beaucoup, c'est très bien fait. Donc la simplicité expliquée dans le product design, c'est vraiment à regarder. C'est une très bonne conférence. Attends, je me perds dans mes je me perds dans le fil de ma pensée. Ouais, on parlait du less is more qui est très tendance, mais qui finalement n'est pas la réponse unique forcément. C'est pas la réponse unique, mais ce que je trouve bien, c'est d'avoir un peu une connaissance un peu méta, enfin essayer de voir le design d'un peu plus haut. Effectivement, tu peux penser au less is more de Mies van der Rohe qui peut être une bonne solution, mais il faut pas oublier que dans les années 50 ou 60, je sais plus trop, 70 peut-être, Robert Venturi, lui, il dit less is bore, et le moins c'est l'ennui. Et il écrit un très bon bouquin qui s'appelle De l'ambiguïté en architecture, dans lequel il montre à travers différents exemples que bien souvent les bâtiments qui sont les plus impactants, les plus qui ont comme ça, qui ont face auxquels tu vas avoir un ressenti très fort, ce sont des bâtiments où justement il y a une ambiguïté dans la compréhension qu'on peut avoir de ce bâtiment. Il va y avoir des phénomènes qu'il appelle les phénomènes du à la fois, par exemple. Et le phénomène de à la fois, c'est ce que moi j'appelle la condensation. C'est-à-dire, c'est le fait que tu sais pas dire si une salle, tu sais pas dire si elle est intérieure ou extérieure. Tu sais pas dire si elle est fermée ou ouverte. Tu sais pas dire si elle est dedans ou dehors. Il y a quelque chose qui fait que tu es dans l'incapacité
de décider. Et ça, c'est quasiment de la dissonance cognitive. Donc on revient à ça, cette idée que finalement, si tu opposes ces deux hommes, ces deux grands architectes, il y en a un d'un côté qui dit le minimalisme, less is more, c'est la vérité architecturale, c'est ce vers quoi on devrait tendre en tant qu'architecte et designer. Et de l'autre côté, tu en as un qui dit le moins, c'est l'ennui, et c'est l'ambiguïté et le paradoxe qui créent le sens. Et le design ou l'architecture, ça devrait surtout apporter du sens. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu ces notions-là quand on fait du design, c'est intéressant, je trouve. Super intéressant, tu m'étonnes. Il y a pas longtemps, j'ai enregistré un podcast sur le sujet de la définition un peu du design. Donc c'était très abstrait. Et dans une des définitions que j'ai pu analyser dans ce podcast, ça a placé le design comme la proposition d'une réponse à une question, là où il plaçait l'art plutôt comme une invitation à se questionner. Et je trouve qu'il y a un grand rapport, un grand lien avec ce que tu viens de nous dire, c'est que finalement, c'est un peu cet entre-deux. C'est à la fois, on a besoin de pousser les gens à se questionner pour attirer leur attention, pour attirer leur curiosité. Et derrière, l'idéal, c'est de réussir à leur proposer quelque chose qui va venir les accompagner dans l'acceptation, dans l'utilisation de cette potentielle solution. C'est quelque chose que tu as pu du coup appliquer dans dans un projet phare qui représenterait un peu cette idéologie. Comment Non, j'avoue que non. Enfin, en tout cas, pas à ce niveau. Mais le fait est que quand tu prends un peu de hauteur sur le design ou sur la conception d'une manière générale, en fait, ça impacte toute ta façon de faire les choses. C'est-à-dire que ça impacte même ta façon d'aborder le projet, par exemple, d'essayer d'organiser ta pensée. Par exemple, pour moi, c'est hyper important dans un projet d'être hyper conscient de l'idée initiale. Et pour moi, ça, c'est un vrai enjeu, par exemple, d'un projet de design, c'est comment tu fais pour transmettre du début jusqu'à la fin la valeur de ton projet. C'est-à-dire que initialement, ce qui fait la valeur de ton projet, alors aujourd'hui, dans des projets autour de l'UX, on va avoir tendance à dire que la valeur du projet, elle est sur le terrain, dans ce que disent les utilisateurs, etc. C'est faux. C'est pas, enfin, ou en tout cas, c'est pas complètement vrai, parce que avant même d'aller sur le terrain, souvent, il y a déjà quelque chose. Il y a déjà une piste, une hypothèse, etc. D'ailleurs, quand on va faire des entretiens utilisateurs, on dit souvent tu y vas pas comme ça sans savoir où tu vas. En général, tu as déjà une hypothèse et puis tu travailles tes questions en fonction de cette hypothèse. Mais ça veut dire que très tôt dans le projet, il y a quand même une idée, quelque chose qu'elle est là et puis c'est qui va grandir, qui va devenir de plus en plus tangible, on va dire. On passe de quelque chose d'assez vaporeux, qui est de l'ordre de l'idée. Et puis ça, plus on va avancer dans le projet, et plus ça va devenir tangible. Mais aujourd'hui, dans un projet de design, c'est plus comme il y a 50 ans, on va dire. C'est-à-dire que le designer seul au monde, ça n'existe plus ou quasiment plus. Aujourd'hui, le designer, il a laissé sa place au design. Aujourd'hui, le designer, il existe quasiment plus. Il est plus qu'un élément du design. Le design aujourd'hui, c'est plus le designer. Et ça aussi, il y a une espèce de vision méta à avoir là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai encore des étudiants, je donne pas mal de cours, j'ai encore des étudiants qui s'imaginent qu'ils vont devenir le designer. Mais en fait, le designer n'existe plus. Aujourd'hui, c'est le design. C'est quelque chose c'est un process. C'est un process qui est intégré. Et c'est un process au cours duquel il y a plein de gens qui vont intervenir. Il y a plein de gens, il y a l'UX researcher, un UX designer, il y a l'UI, etc. Et là, je parle juste, disons, sur les trucs plutôt axés sur le digital.
Mais du coup, ça veut dire qu'au cours d'un process comme celui-là, là où il y a 50 ans, tu avais un gars ou deux qui faisaient un projet de bout en bout, et donc l'idée qui était née dans la tête était finalement mise au point par la main qui correspondait à cette même tête. Aujourd'hui, l'idée, elle va naître dans une tête et puis elle va être travaillée sur le terrain par une autre personne qui ensuite va faire émerger des insights qui vont être utilisés par une autre personne qui elle-même va faire des wireframes qui seront ensuite utilisés par une autre personne qui elle-même fera des maquettes, etc., etc. Donc ça veut dire que il y a un passage de relais, il y a des passages de relais qui existent entre des gens qui ont des compétences différentes, et puis il y a des passages, des étapes dans un projet qui font que le projet devient de plus en plus tangible. Tout ça, ces passages de relais et ces moments, ces étapes de tangibilisation, ça apporte une complexité au projet. Eh bien ça, typiquement, c'est une des choses que je trouve passionnante aujourd'hui dans le design, c'est-à-dire comment tu fais pour que une idée initiale, elle perdure tout au long d'un projet qui va t'échapper forcément un tout petit peu au moins à un moment. Et donc, comment tu vas réussir à faire en sorte que ça t'échappe le moins possible ou que ça échappe le moins possible, on va dire, à l'équipe. Comment un gars comme Rem Koolhaas a pu réussir à transmettre dans sa Villa Lemoine un ressenti qui était déjà là dans les premiers croquis que tu vois, les premiers croquis que tu peux voir de son architecture, alors que sur un projet comme celui-là, il y a des centaines de personnes qui ont travaillé, des centaines de personnes de tout type, des maquettistes, des architectes, plein d'architectes différents déjà même au sein de son agence, des architectes mandataires à Bordeaux, des constructeurs, des ingénieurs, Cécile Balmont notamment pour l'ingénierie structurelle. Donc des gens qui sont en plus hyper pointus dans leur domaine, chacun, tu vois, apportant quelque chose, et pourtant l'idée qui était là à la base, à la fin, tu la retrouves, et le discours initial que l'architecte tenait sur le projet, il est capable d'avoir le même discours à la fin, comme si le projet n'avait pas changé, comme si l'idée initiale et l'objet final, c'était complètement normal que les deux vont ensemble et qu'ils se correspondent. Bah ça, je trouve que c'est un vrai défi dans le design intégré, c'est-à-dire dans le design intégré en entreprise, donc dans le processus, quoi, où plein de gens interviennent. Donc ça, c'est des défis qui sont très intéressants. Et souvent, ils sont vus d'un point de vue méthodologique. Et je trouve que c'est bien aussi de le voir un peu du côté du sens, de ce qu'on veut faire passer dans un projet, de l'idée, quoi. Et comment tu l'appréhendes, du coup, cette problématique presque, toi, concrètement, au final ? J'espère que cette première partie d'interview vous a plu. On se retrouve dans l'épisode suivant pour la seconde partie de celle-ci. Abonnez-vous pour ne pas le rater. Sébastien y approfondira sa vision du design et vous transmettra ses meilleurs conseils. À la semaine prochaine. Salut. Design.